distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du ministère de l'Environnement, je vous présente quelques mots de bienvenue. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement est honoré de parrainer, où Madame le vice-premier ministre prend la responsabilité, elle accepte le vernissage des ouvrages de scientifiques au regard, malgré ses multiples responsabilités, elle dispose de son temps pour accompagner les scientifiques dans cette démarche de l'éducation de la jeune femme. Elle est une parfaite illustration de l'éducation d'une jeune femme. Aujourd'hui, le combat qu'elle mène, que ce soit pour l'éducation prénatale, postnatale, l'éducation en général de la femme et de la jeune fille, elle est là, comme vous la voyez, comme modèle de notre pays. Nous sommes fiers de le dire aujourd'hui, parce que si dans notre pays, nous citons les femmes politiques, les femmes éduquées, les femmes qui peuvent porter le flambeau pour notre pays, elle en fait partie. Aujourd'hui, nous sommes très honorés qu'elle accepte de parrainer ce genre d'ouvrage qui va garnir nos bibliothèques, qui va garnir les bibliothèques privées et les bibliothèques nationales de notre pays, afin d'avoir une idée sur ce qui vaut l'éducation prénatale pour la jeune femme. Nous remercions également le professeur Lotoyi pour cette sagesse, cette inspiration scientifique de puiser au plus profond. Ça veut dire le socle de tout, c'est l'éducation. Aujourd'hui, Madame le vice-premier ministre se bat pour nos populations, nos communautés locales, nos communautés riveraines qui vivent près des forêts, de comprendre l'importance. Et c'est cette voix qui est portée, même au niveau international, pour dire, au-delà de programmes qui peuvent exister sur la contraception, nul ne vale l'éducation de la jeune femme. Et cette éducation a été matérialisée aujourd'hui par le professeur dans un ouvrage. Cet ouvrage qui sera bientôt parrainé, où le vernissage aura lieu dans quelques heures. Je voulais dire encore une fois merci à son Excellence Madame le vice-premier ministre. Merci à l'assistance. Nous sommes là. Les politiques et les scientifiques se mettent ensemble pour le développement du pays. Les chercheurs que vous êtes, professeurs, lorsque vous êtes accompagnés par les politiques et notre population en tire profit. Je voulais saluer cette initiative hautement scientifique de tous les chercheurs du groupe Laboratoire d'écologie politique et vous personnellement pour cette œuvre qui restera dans les annales de nos bibliothèques. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue chez nous, bienvenue au ministère de l'Environnement. Demandez à d'autres chercheurs d'épuiser encore d'autres matières qui vont permettre à nos populations d'avoir le savoir. Ce savoir qui permettra l'épanouissement intégral de l'homme, l'épanouissement intégral de la femme et du jeune garçon. Pour terminer, Excellence Madame le vice-premier ministre, vous avez la haute responsabilité d'accompagner les scientifiques, vous le prouvez aujourd'hui. C'est la deuxième fois que vous allez parrainer un livre. C'est pour motiver les scientifiques, d'accompagner les politiques dans l'ensemble pour mettre en place les politiques générales, les politiques publiques qui peuvent accompagner notre population dans le développement. J'ai dit et je vous remercie. Protocole observé. La société humaine d'aujourd'hui, comme venait de le dire mon collègue José Mangalou, est aux prises avec une multitude de crises. Crise morale, crise de l'école, crise économique, crise environnementale, crise sanitaire et j'en passe. Ces crises sont le reflet de l'ambivalence essentielle et existentielle de l'homme comme acteur social. En effet, l'homme peut se positionner comme agent du progrès social. Il peut aussi en constituer un bouchon ou un frein
et laisser émerger toute forme de pesanteur. L'éducation prénatale naturelle a été privilégiée par le regard méthodique de chercheurs du laboratoire d'écologie politique pour asseoir la validité de deux postulats. Un, la famille, à travers les âges, est la cellule de base de toute société et pour les humains, un milieu où se cultive l'excellence. Deux, la femme, et surtout la femme enceinte, est l'architecte génétique de la société, parce que c'est celle-ci qui conditionne la base anthropologique de toute société. C'est pourquoi la période qui précède la naissance d'un enfant est un moment crucial et déterminant. L'éducation de l'enfant doit ou devrait commencer à ce moment-là. Ce qui a poussé le philosophe grec Platon à demander aux gouvernants de s'occuper des âmes des enfants avant leur naissance. D'ailleurs, bien longtemps avant lui, le sage Mputela, père des Ekonda, n'a pas hésité de prévenir que Ehukulu Avangampongo Ndekele. Et pour aider les amis de Voltaire à comprendre, le hibou apprend à ululer dans l'œuf. C'est pendant cette période que se cultive le caractère de tout homme et la base de sa personnalité. C'est autant dire que le sein maternel est la véritable source de l'humanité de l'homme et un moule de caractère. C'est pendant la période de gestation qu'on peut cultiver la paix ou par mégarde planifier des conflits. C'est également pendant cette période qu'on peut jeter les bases d'une société épanouissante en suscitant la naissance d'enfants aptes et équilibrés ou prévoir une forteresse pour des délinquants de tout genre. Il s'avère donc indispensable que les méandres de ces moments cruciaux soient connus de tous et de manière particulière des futurs parents, des maïticiens, assistants sociaux, psychologues, enseignants, personnel médical ou paramédical, chercheurs, acteurs politiques, managers, bref, tout conducteur d'hommes. Cet ouvrage sur l'éducation prénatale naturelle se préoccupe d'une bonne initiation à la parentalité et d'une bonne prénatalité en vue de la construction des atouts individuels à façonner in utero et à mobiliser demain par la société, dans la société et en faveur de la société. La femme gestante est un acteur social de proue et incontournable. Il convient de la traiter avec beaucoup de délicatesse si nous voulons, par exemple, que notre Congo devienne demain plus beau qu'avant. Mesdames, Messieurs, à vos qualités et titres respectifs, tout protocole observé, quel message le laboratoire d'écologie politique donne-t-il à travers cet ouvrage? L'écologie politique de Kinshasa, basée à l'université mère, l'UNIKIN, s'est résolument engagée dans le Fort national de formation des homologues, et cela à travers deux créneaux paradigmatiques, à savoir l'inculturation des savoirs et l'éducation prénatale naturelle. Plusieurs thèses de doctorat y ont été produites avec beaucoup de pertinence et de manière brillante. Dans le cas de la présente publication, le message important procède de cette convergence parallèle ou du dialogue interdisciplinaire osé entre la biologie cellulaire, la chimie organique, la physique quantique, l'économie de la connaissance et d'autres humanités que la science politique convoque de manière opportune et perspicace en vue d'une gestion porteuse en faveur de la société congolaise. La socialisation politique ou le recrutement des ressources humaines de haut niveau peuvent s'en servir avec bonheur. En lisant cet ouvrage, écrit en français facile,
et limpide. Vous y trouverez plusieurs autres messages à la manière de la manne qui tombe, mais qu'il faut ne fût-ce que ramasser et en imaginer une technique de consommation. À la manière d'une fine pluie matinale qui arrose les jardins, mais il faut en avoir pour en bénéficier. Aux responsables sociaux et à ceux qui dirigent des hommes, cet ouvrage dit en substance notamment: la matière grise est une ressource naturelle, la principale, qu'il convient d'extraire, de transformer ou d'exploiter à bon escient. L'adaptabilité ou l'efficacité du système politique y trouve leurs ressources. Dans le cas contraire, nous vivrons l'engourdissement des élans patriotiques sous des pesanteurs diverses. N'oublions pas que la société est l'ensemble des individus qui la composent. La qualité de toute société procède de la qualité de ces individus. Prise individuellement ou de façon spécifique, la qualité de tout individu procède de la qualité des cogitations de plusieurs scientifiques. Des chocs des idées jaillit la lumière, dit-on. Et cette lumière, au lieu que ce soit une lumière éphémère, c'est une lumière qui est matérialisée dans ces documents, qui est codifiée ici et qui permet aux générations et générations de s'en imprégner. Ça, c'est ce qui est important. Parce qu'on peut discuter, on peut parler, mais aller écrire, ce n'est pas la porte à côté. S'asseoir et griffonner quelques lignes. J'aurais même souhaité que la dernière intervention faisait partie de l'annexe de cet ouvrage, Un an de Dôme. Tellement c'est riche, c'est résumé, tellement c'est riche. Je ne vais pas faire un discours académique, je n'en ai pas les compétences de tous ces professeurs qui ont parlé avant moi, mais je voudrais plutôt, avant de baptiser, confirmer les témoignages. Confirmer les témoignages, vous l'avez dit, les statuts que j'ai des mères ou des grandes mères, les statuts que j'ai des sœurs, les statuts des femmes, pour confirmer l'importance de l'éducation prénatale et naturelle. Parce que nous avons appris que l'éducation commence au berceau. Aujourd'hui, vous venez nous amener au-delà de l'éducation du berceau, mais l'éducation prénatale. C'est vrai, l'éducation prénatale façonne la personne qui naît. C'est vrai, le ventre constitue les moules qui nous façonnent. Je confirme que vos scientifiques, vos collègues scientifiques ont présenté aussi des études de voir une femme enceinte, quand elle pleure, l'embryon pleure, le fœtus pleure. Une femme enceinte, quand elle est dans la joie, l'embryon est dans la joie, le fœtus est dans la joie. Une femme enceinte alcoolique produit un homme ou une femme alcoolique. Une femme enceinte nerveuse produit un homme ou une femme nerveuse, un homme nerveux. Et ce n'est pas seulement la femme enceinte, mais quand cette personne naît jusqu'au sévrage, c'est extraordinaire. Quand elle mange la nourriture, ça se transforme en lait maternel, elle donne à l'enfant, et quand l'enfant évacue en format sel, vous savez tout de suite ce que la mère avait mangé, même si vous n'étiez pas là. Donc, ces liens entre la mère et l'enfant, même si le cordon ombilical s'avère être coupé, ces liens continuent. Et pour bien les savoir, ceux qui peuvent encore témoigner sont les hommes et les femmes
qui ont perdu leur mère en âge adulte. Quand vous avez moins de 18 ans, vous ne les sentez pas. Après 18 ans, lorsque vous perdez votre mère, c'est alors que vous sentez, c'est à ce moment que vous comprenez à quel moment le cordon ombilical a été rompu. Pour dire l'importance de la mère qui donne la vie, qui prépare la vie, qui conserve la vie, et l'importance de l'éducation prénatale et naturelle. Donc, ce livre interpelle aussi tout l'environnement de la société, pas seulement le l'époux qui est à côté de la mère enceinte, mais nous tous qui entourons cette femme en gestation par rapport à notre comportement qui influe sur la femme enceinte et sur l'embryon ou le fœtus, ça dépend de l'âge. Et je confirme aussi, les recherches, peut-être vous l'avez mis, vous avez mis ces recherches sur un document, mais nous l'avons vécu. On a été conseillé quand on était enceinte qu'une personne moche ne peut pas être derrière mon dos parce que l'enfant va me ressembler à la personne. Ça se trouve là-bas, dans les livres. Je n'ai pas lu le livre, j'espère que vous l'avez lu. Non, madame, c'est bien. Et puis je confirme aussi pour la nourriture. Ne mangez pas XY humain parce que vous risquez d'avoir un enfant mal formé, etc. Et même lorsque vous sévrez l'enfant, je préfère le dire en lingala, c'est mieux. C'est ce qu'on a vécu ici. Alors, le fait de l'avoir matérialisé, c'est aussi une des richesses de notre culture, de notre éducation. Vous avez entendu mon directeur de cabinet esquisser un paragraphe ici, vous n'avez peut-être pas compris. Nous sommes en processus de discussion, d'échange avec nos partenaires au développement pour la protection de l'environnement. Essentiellement la protection de nos ressources forestières. Et il y a une philosophie qui est présentée comme quoi, parce que les Africains se multiplient de manière exponentielle, notamment nous les Congolais, c'est une des conséquences des déforestations et des dégradations de ces ressources parce que nous faisons beaucoup pression à la forêt et la majorité de nos populations vivent dans les milieux ruraux. Donc nous avons besoin de bois de chauffe, nous avons besoin de l'agriculture itinérante sur brûlis pour nourrir nos nombreuses familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer un processus qu'on appelle transition démographique, de sorte que d'ici 2030-2050, nous limitons nos naissances à 2 par famille. Mais en ce qui nous concerne au niveau du gouvernement congolais, nous avons une autre approche. Les arbres, les bois, donc l'eau, etc., ce sont nos ressources naturelles, ce sont nos richesses. Mais la richesse par excellence, c'est l'être humain. Quelle que soit la manière dont nous nous multiplions de manière exponentielle, Dieu a prévu de nous donner l'espace de 2 345 444 km². Même en 2050 ou à 3000, cet espace va nous contenir. Mais ce qui est important n'est pas considérer l'être humain comme étant un danger vis-à-vis des ressources naturelles, mais plutôt les protecteurs, parce qu'il est propriétaire en même temps de ces ressources. Donc il faut mettre l'éducation au premier plan. Éduquer, on peut être à 1000, vous éduquez 1000 personnes, ces 1000 personnes, si se comportent avec une éducation des standards à la protection de l'environnement, tout le monde va suivre et protéger l'environnement. Et cette éducation prénatale naturelle vient à point nommé. À partir du ventre de sa mère, si on a été éduqué à gérer rationnellement les ressources naturelles, à ne pas brader ces ressources naturelles, et à la naissance, on est éduqué lors du sévrage, on voit ses parents comme nous qui sommes nés au village,
Nous savons que les sources d'eau en amont, on ne salit pas, l'arbre, on ne coupe pas n'importe comment, et cette éducation va se perpétuer. Moi, je suis très fière, je suis ravie, parce qu'au départ, je me disais, quel est le lien, le raccordement entre cet ouvrage et moi? Et vous m'avez ouvert tous les horizons. Je vous en remercie sincèrement et je vous félicite pour cet ouvrage. C'est ainsi que je voudrais porter cet ouvrage au fonds Baptissimo, le bénir au nom de la mère, de la tante, de la sœur et de la fille et de la nièce. Comme nous sommes démographiquement majoritaires, c'est à nous les femmes de porter cet ouvrage. Comme nous sommes aussi celles qui portent les hommes et les femmes dans nos ventres, que nous soyons aussi intéressés à informer de cet ouvrage à tous les hommes du monde, aujourd'hui, demain et après nous. Merci.